que là, ce qu'on va voir maintenant, c'est autre chose. On va arriver maintenant, donc, au chapitre 38. Et là, il y aura dans le devoir des questions là-dessus. Je rappelle que la semaine dernière, ou les 2 dernières semaines, on a vu des éléments de graphe. On a vu un peu la coloration, mais rapidement, parce que là, de nouveau, sur le plan informatique, si on voulait faire un programme ou quoi, là, ça va être costaud. On a vu de l'optimisation, mais là, on s'est aidé du solver pour le faire. Et maintenant, on va voir le cheminement. Donc, cheminement, ça veut dire trouver son chemin. Et pour ça, il faut une carte. Enfin, c'est l'exemple classique. Il n'y a pas que les cartes. Le cheminement, ce n'est pas forcément Google Maps, mais Google Maps est un exemple populaire de cheminement. Le GPS et compagnie, ça, certainement. Donc, ça veut dire que vous avez en gros un grand graphe dans lequel vous tracez un sous-graphe pour aller d'un point à un autre, par exemple. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder. Et donc, ici, là, j'ai donc téléchargé 38 énoncés. Voilà, l'énoncé en PDF. On n'a pas le temps de voir tout ici. Ce sont des compléments de syllabus. Ça, vous verrez bien. Donc, l'énoncé est ici. Les solutions sont là. Mais d'abord, on va commencer sur manuellement. Vous avez plusieurs types ici de problèmes. Je vais vous les citer rapidement. On fera ça tout à l'heure, c'est des problèmes de débit dans un réseau, par exemple de pipelines de pétrole ou dans un réseau de données, transfert de données, des réseaux informatiques, quoi, tout simplement. Au niveau de la ville, au niveau d'un pays, bon, comment est-ce que tout ça est découplé? Vous avez ici des réseaux et on va parler du cheminement de données et notamment du débit, et surtout le débit maximum qui peut passer dans un tel réseau. On verra ça plus tard. Alors, nous allons voir, on va commencer par ça, l'algorithme de Dijkstra, qui permet là de trouver son chemin d'un point à un autre. Donc, c'est à la base des algorithmes qu'on trouve dans les GPS. On va le voir, on va faire un exercice là-dessus. Vous verrez que c'est assez sympa. Enfin, oui, ça c'est le hashtag. Ça c'est tout à la fin du cours. Et alors il y a le problème de voyageurs de commerce. De nouveau, vous avez une carte. Et le problème est le suivant. C'est un problème, c'est vrai, d'optimisation. Donc il y a optimisation et cheminement. Il y a un petit peu un mélange. C'est déterminé. Le problème est simple à poser. Le plus court chemin, non, le plus court circuit qui visite chaque ville une et une seule fois. À la limite, on peut repasser. Alors, ça fait penser peut-être à un graphe hamiltonien. C'est pas vraiment ça, parce que bon, ça peut être un graphe beaucoup plus important. Il peut y avoir d'autres routes. On s'en fout un peu, qu'il y ait d'autres routes ou pas. Ce qu'on veut, c'est le chemin le plus court qui va passer, par exemple, ça pourrait être ici, vous avez A, B, C, D. Ça pourrait être A, D, B, là, je ne sais pas lire, C, et puis A. Ça vous fait une certaine longueur. On n'a qu'à additionner les kilomètres. Et si vous faites autrement, vous faites A, B, D, C, ce n'est pas les mêmes kilomètres. Donc, si vous les additionnez, c'est une autre valeur. Et donc la question, c'est quel est le plus court? Voilà. Ça a l'air simple, hein? Oui, c'est simple à comprendre. Pas forcément simple à trouver. Et alors, malgré la simplicité de son énoncé, il s'agit bien d'un problème d'optimisation pour lequel on ne connaît pas d'algorithme permettant de trouver une solution exacte, donc vraiment la plus courte, le plus court chemin, dans une durée raisonnable. On dit polynomial, ce qui veut dire le carré du nombre de vues. Un temps de calcul qui est proportionnel au carré du nombre de vues. En fait, c'est exponentiel. Vous ajoutez, au début, ça allait tout seul, mais je pense qu'il y avait, c'était expliqué, malheureusement, non, on ne va pas résoudre le problème. Je vais peut-être juste aller voir sur Wikipédia ce qu'on raconte, parce que là, il y a des chiffres intéressants. Voilà, c'est juste un PDF. Voilà, raconte le voyageur de commerce. Vous pouvez le lire, c'est assez amusant à lire.
Par contre, s'il faut commencer à regarder les solutions, ça c'est autre chose. Vous voyez les exemples que j'ai pris ici, hein, voilà, plusieurs solutions, il faut trouver la meilleure, hein, vous voyez ça ici. Mais alors, et c'est ça que je cherche, ce problème plus compliqué, on ne connaît pas de méthode de résolution permettant d'obtenir des solutions exactes en un temps raisonnable. Et là, voilà, vous avez le tableau ici à côté. Si vous avez 3 villes, alors, plus il y a des villes, plus il y aura des routes, plus il y aura des chemins entre les villes. Et là, ça augmente. Donc, plus il y a de chemins, plus le calcul devient long, puisqu'il faut comparer tous les chemins. Ben oui. Alors, bien, tout ça peut s'optimiser dans les calculs, mais vous avez, par exemple, regardez 10 villes, prenez 10 villes, c'est pas énorme, hein, trouvez un chemin qui relie 10 villes, vous pouvez avoir facilement 180 000 chemins possibles. Et si vous prenez 20 villes, vous pouvez avoir cette quantité-là, donc c'est 6 avec 16 zéros derrière. Je ne sais même pas dire combien il y a de solutions. Donc on a doublé le nombre de villes, on n'a pas doublé le nombre de solutions. On a multiplié par un nombre astronomique. Et alors, 71 villes, bon, ça c'est beaucoup, vous allez me dire. Le nombre de chemins candidats devient supérieur à 5 fois 1080, qui est environ le nombre d'atomes dans l'univers. Le nombre d'atomes dans tout l'univers. C'est grand, hein? Voilà, donc on arrive ici à des problèmes où les quantités impliquées dépassent le nombre d'atomes dans l'univers. Donc c'est assez déséquilibrant, hein, évidemment. Et c'est très sournois parce qu'on vous donne l'énoncé, vous dites, ah oui, c'est facile. Bon. Voilà. Bon, alors la manière de. Bon, il y a moyen de. Les algorithmes, enfin, blabla. On ne va pas faire tout ça. Hein, ça, je dirais, c'est tout à fait en dehors du cours, mais ça existe. Voilà. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est aborder Dijkstra. Vous allez voir, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, parce qu'il est Dijkstra. Il est là. Je vais, voilà, je prends ici, je vais devoir travailler sur ce graphe. Dijkstra donc, et je vais devoir me lever, figurez-vous. Ouais. À mon âge. Voilà, et qu'est-ce que c'est? Donc, il s'agit de trouver le meilleur chemin qui va de A à J. Alors, disons-nous bien, le graphe est petit, il n'y a pas beaucoup de nœuds. Imaginez Google Maps, c'est beaucoup plus de sommets que ça. Hein. Quand vous avez là, ce sont des villes, par exemple, les sommets, ou des carrefours. Enfin bon, mais le graphe est très incomplet, bien sûr, sinon on ne saurait pas faire l'exercice. Ben, vous regardez ce graphe, et évidemment, le graphe, il nous permet de tricher. Pourquoi est-ce qu'on triche? Parce que nous sommes des humains, le graphe, ici, visuel, a été conçu pour les humains. Nous, en tant qu'humains, on voit ça, on n'a pas besoin d'algorithme pour trouver le chemin le plus court. On regarde juste, on se dit, donc il y a par exemple un chemin qui fait ça, hein, je dessine, ouais, qui fait ça, hein, tout le monde l'a vu, hein. Il y en a un autre qui fait ça, il y en a un troisième qui fait ça. Là, il y a 3 chemins, et on va calculer, on additionne, voilà, et c'est fini. Je vais effacer cette horreur, parce qu'évidemment, ça c'est triché. Pourquoi c'est triché? Parce que nous avons une vue d'hélicoptère, c'est un peu une vue de haut, et on voit tout qui est en relation. Ah oui, ben c'est bien pratique, alors, vous voyez qu'on a tout ce qu'il nous faut pour résoudre facilement. L'ordinateur n'a pas ça. C'est ça qu'il faut comprendre, et qui fait tout le problème. L'ordinateur, ben, Google Maps, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a une information fragmentée. Comment est-ce que je vais modéliser ça? Ben, qu'est-ce qu'il connaît? Ben, si vous voulez modéliser le problème, hein, vraiment, vous devez traduire ce problème en informatique. Donc, vous dites, ben, c'est quoi mes données? Quelles sont mes données? Ben, mes données, c'est d'abord les sommets. Ben, donc, je vais les écrire ici. Donc, j'ai mes sommets, ben, on va les lister, hein, A, B, C, D, E, F, G, H, I et J. Déjà, rien qu'en faisant ça, on a fragmenté. Là, on n'a qu'une partie de l'info. Hein, et tout est découplé.
Et puis alors, on va dire également en informatique, mais ils sont reliés. Donc il y a des arêtes. OK, donc il y a des arêtes. Eh ben, je vais modéliser les arêtes. Les arêtes. Je ne vais pas toutes les mettre, hein, ça ne sert à rien. Vous avez AB, qui fait 85 km. Vous avez AAC, qui fait 217, etc. Je ne vais pas tout faire. C'est inutile. Et donc, de nouveau, on fragmente. C'est tous des petits morceaux de données séparés. L'ordinateur n'a pas de vision globale. Il faut considérer, en fait, qu'on va trouver ce chemin avec les yeux bandés. C'est l'ordinateur, il est aveugle. En fait, c'est un peu ça qu'il faut dire. Il est aveugle, il n'a pas accès à une information globale qui nous permet, à nous, on a quand même encore un cerveau, qui nous permet de facilement trouver le chemin. L'ordinateur n'a pas ça. Il a les yeux bandés. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a les yeux bandés? Si je vous bandais les yeux et que je vous demande de sortir du bâtiment, vous allez aller, voilà, vous allez toucher les murs, parce que tant qu'on est dans le vide, on ne sait pas quoi faire. On touche les murs. Ah, ça c'est la table. Et puis, c'est la porte. Ah, ok, c'est le mur. C'est comme ça que je vais avancer. L'ordinateur va faire la même chose. Il va aller pas à pas avec ses voisins. Et c'est ça qu'on va. Maintenant, je vais vous montrer comment faire. Je vais d'abord effacer ce qui est dans mes pieds. C'est ceci. Je l'efface parce que j'ai besoin de la place. Oui. Vous avez dit qu'il ne sait pas voir. Il ne sait pas voir, oui. Il va se baser sur la distance, c'est ça, pour faire le premier pas. C'est comment qu'il va décider des choses. Alors, ce qu'il a comme info, c'est la liste des sommets et la liste des arêtes. Donc, il a l'info, mais il doit vraiment tout le temps scanner tout ça pour savoir, par exemple, quand il est en A, eh bien, il a dans la liste des arêtes, il connaît AB. Donc, il peut la trouver dans la liste et il voit le coût qui est associé, 85, etc. Et puis, il continue ses boucles. Voilà. Mais on va regarder ça maintenant. Justement, on va faire. Je veux dire aussi que dans les arêtes, il y a un truc en plus. Vous l'avez vu, je n'ai pas dit, mais il y a ça. Hein? Ça, c'est quoi? C'est un attribut de l'arête qui correspond à une distance, c'est-à-dire à un coût. Donc, quand on va chercher le meilleur chemin, c'est évidemment, puisqu'on parle en termes de coût, il s'agit de trouver le chemin avec le coût minimum, donc le moins de kilomètres. Tout le monde est d'accord. Ça pourrait être également un temps plutôt qu'une distance. Ça ne change rien à l'algorithme. Mais le résultat pourrait être différent, par contre. Oups, voilà. OK. Alors, mettons-nous à la place de l'ordinateur. Il commence où? En A. Et alors en A, il va se demander, donc je suis en A, et la question qui se pose, c'est, je suis en A, quels sont les sommets que je peux atteindre? Ça, j'ai ma liste. Vous pouvez répondre? Quels sont les sommets que je peux atteindre? Directement, je veux dire. B, C, E. Parfait. Pas D. B, C, E. Je peux faire ici B, C, E. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Je peux considérer que j'ai extrait de A tout ce que A pouvait me donner. Je vais donc en rouge déjà barrer A pour dire j'ai déjà exploité tout ce que je peux exploiter de A. Il m'a juste donné ses voisins. Il ne sait rien faire d'autre, bien sûr. Mais voilà. Bon. Alors, attention, il y a en plus, je le laisse en vert, il y a une information, c'est le coût. Qu'est-ce que ça coûte d'aller de A en B? 85. Qu'est-ce que ça coûte d'aller en C? 217. Qu'est-ce que ça coûte d'aller en E? 173. Ça va? On comprend? Eh bien, ici, on est presque au bout de l'itération, puisqu'on va travailler de manière itérative. En quelques itérations, allez, 4 ou 5, on va trouver. Donc, ça ne va pas être très, très long. Voilà donc mes itérations. Ma première itération. Donc, maintenant, on recommence, et on va prendre
un des 3 points. Lequel? Ben, celui, c'est ça d'extrait qui est intéressant. Pardon? Le moins coûteux. Le moins coûteux, très bien. Ah oui. Est-ce que la solution va passer, la solution finale passera-t-elle par B? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais a priori, c'est là qu'on va commencer. Très bien. Donc je vais commencer en B et je vais reposer la même question. Qu'est-ce que B peut me dire? À quoi est-ce que B est connecté? Alors vous allez me dire B est connecté à A. Mais ça, on va éliminer A, parce que A, on a déjà exploité, on ne va pas faire demi-tour. Hein. Il est connecté à F, bien sûr. Connecté à F. Donc, je peux mettre F ici. Et alors, quel est le coût ici pour F? Ce sera. Oui, je vois ici, il y a. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça. Oups. Il ne faut pas regarder. Voilà. C'est une erreur. Ça sert à rien. Ce qui compte, c'est ici, hein, là, à l'instant. Donc, vous arrivez en F. Et une fois que vous êtes arrivé en F, le coût sera évidemment le total des deux arêtes, donc 85 et 80, ce qui me fait 165. Question suivante, est-ce que B peut m'apporter autre chose? Non. B est entièrement exploité. Je peux donc l'enlever. Voilà. Et même ceci, j'en ai plus besoin non plus. Il n'y a pas énormément de données. Vous voyez qu'il y a une espèce de pool de nœuds, ce qu'on appelle les nœuds ouverts. C'est ceux qu'on n'a pas entièrement exploités. Et on va aller plus loin que ces nœuds-là. Par contre, A et B, qui sont en rouge, sont des nœuds fermés. Et les autres nœuds sont encore inexplorés. Donc il y a 3 catégories de nœuds. Et il faut gérer une liste qui bouge très vite. Rebelote maintenant, à partir de quel nœud je vais développer? Là où le coût est le moins cher. C'est-à-dire F. C'est là que le coût est le moins cher, donc c'est le même algorithme. Hein. L'algorithme, lui, il ne change pas. Hein. Lui, il s'applique bêtement. C'est F. Qu'est-ce qu'on a en F comme possibilité? Ah, il y a I, qui est là. Je vais arriver à I. Avec un coût de, alors c'est 165 plus 250, c'est 415. C'est juste 300 plus 415. Voilà. Ce faisant, mon F est entièrement exploité. Voilà. Ah oui, je peux le barrer. Fini. C'est bien, on voit ici le nombre de points et de nœuds commence à diminuer. Hein, donc voilà. On se voit progresser. Et de nouveau la même question. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc j'ai 217, 173, 415. Je vais prendre le E maintenant. C'est E le plus bas. Le E, c'est où? C'est ici. Quand je suis en E, où est-ce que je peux aller? Ah, je peux aller en J. Je peux aller là. Ah ah. Intéressant, parce que ça, c'est la destination. Oui, sauf que le coût est élevé. Hein. J'ai 170... Non, c'était quoi en F? En E? Oui, 173. 173, ça me fait 5, 7, ici, 675. J'arrive en J avec un coût de 675. On est d'accord? Mon nœud est entièrement exploité. Voilà. Et je suis arrivé en J. Alors, première chose que je peux dire, c'est mettre en bleu, les résultats. Résultat, j'ai un premier chemin A, E, J, avec un coût de 675. Bon. Est-ce que je m'arrête ici ou est-ce que je continue? Ça, c'est une bonne question. Ça dépend de ce qu'on cherche. En tout cas, on a trouvé une solution. On a déjà une solution.
Il y a peut-être mieux, il n'y a peut-être pas mieux, on ne sait pas. Et c'est le vrai problème. On peut déjà conserver cette solution, ça dépend de combien de temps il nous a fallu pour la trouver. S'il a fallu beaucoup de temps pour la trouver, c'est peut-être probablement la meilleure. Bon, ici, ça a été relativement vite. Bon, donc il y a peut-être encore, on a encore un peu de temps en réserve. Il faut, je dis le temps parce que ça coûte de l'énergie, ça coûte la patience de l'utilisateur. L'utilisateur n'est pas prêt à attendre 2 heures pour avoir son planning. Il faut que ça aille plus vite. Donc, il y a des tas de contraintes qui vont décider que oui, on continue le calcul, ou bien non, on s'arrête ici. Mais on va continuer un petit peu, parce qu'après tout, il n'y a plus énormément de choses à faire. Donc, J, je vais regarder, bon, bien sûr, depuis J, je ne vais pas aller plus loin, parce que je suis à destination, donc je ne considère pas dans ma liste, mais alors j'ai 2 nœuds, le C et le I. Donc, le C qui est là, et I qui est là. 217, 415. Je vais prendre le 217. J'ai le choix entre G et H. Si je vais en G, donc là ça me fait 217, donc 13, alors 8, 9, 0, 1, 403. Je peux aller en G pour un coût de 403. Ou je peux aller en H pour un coût de 320. En H pour un coût de 320. Vous noterez que j'ai quasiment regardé tous mes nœuds. En faisant ça, j'ai un peu accéléré, parce qu'on commence à connaître. Mon C est entièrement exploité. Voilà. Par contre, je me retrouve avec 3 nœuds ouverts. Le plus prometteur, c'est le H, 320, qui est quand même largement inférieur à J. Ça me donne envie de continuer. 320 en H, et j'ai 2 possibilités. Soit je vais en D, voilà, soit je vais, tiens, une deuxième fois en J, intéressant. Donc soit je vais en D, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je regarde D alors qu'il y a J qui est là? Mais on ne sait jamais. Peut-être que c'est quand même plus court par D, on ne sait pas. Donc on est à combien? 320. 320, 3, 0, 4, 503. J'arrive en D avec un coût de 503. C'est juste parce que je n'ai pas le souvenir de ça, mais 4, oui, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. 503. OK. Voilà. Et de l'autre côté, une autre solution en J, j'arrive à un deuxième chemin qui m'amène à J, avec un coût de, alors H, c'était 320, 167, ça fait 7, 8, 4, 487. Ah, deuxième chemin, pour un coût inférieur. Très intéressant. En tout cas, ça me donne l'occasion de regarder la deuxième solution, A, C, H, J, pour un coût de 487. Alors maintenant, donc, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous voulez garder tous ces chemins en mémoire, ou est-ce qu'on ne s'intéresse qu'au plus court? On va dire, on s'intéressait qu'au plus court pour ne pas multiplier les données. Donc on ne conserve que le plus court. Donc là, je vais barrer en rouge la solution précédente qui devient sans intérêt. Je barre ceci. Voilà. Je garde 487. Ce qui veut dire que par la suite, dès qu'un trajet dépasse 487, c'est pas la peine, on le jette tout de suite, puisqu'on ne saura jamais faire mieux. Alors, par contre, je dois encore barrer quoi? H. H est fini. Et on continue, mais là on est presque au bout. On est presque au bout. Qu'est-ce que j'ai comme chemin? J'ai encore D, G et I qui sont ouverts. D, G et I. Bon, on se doute que ça va vite coincer. D, c'est lequel que je dois prendre en fait? Oui, c'est G que je dois prendre G, pardon. Je suis en G, mais là,
Pas de possibilité, je n'ai pas continué. Il n'y a plus rien. Donc G est fini, hop, pas de remords, on le barre. Ça ne mène à rien, une impasse. Ensuite, il me reste DI. Ah, je prends I, 415. I, j'arrive ici à J. J'arrive à J. Alors c'est 415 plus 84. 9, 9, 9, 499. Oui. Pas intéressant. Là, je peux le noter comme solution. Hein. Donc c'est A, B, F, I, J pour 499 de coût. Je le note pour vous faire plaisir parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas puisque c'est 499, c'est plus haut que 487. M'intéresse pas. Je l'ai juste noté pour mémoire. Voilà, terminé. Et j'ai aussi fini le nœud I. J'en ai un dernier, mais là je peux m'arrêter tout de suite parce que c'est 503. C'est déjà plus haut que 487, donc ça ne sert à rien de continuer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Mais disons que c'est un nœud qui peut encore rester ouvert, mais je vais m'arrêter puisque D est déjà inintéressant alors qu'on est loin d'être arrivé au bout. Donc, on s'arrête. Voilà. Et donc, solution finale, c'est ceci. Hop, pour donc 487. C'est donc ACJ. Hop, hop, zou. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Et ça, c'est des extra. Cheminement dans les graphes. Donc, il faut des sommets et des arêtes. Les arêtes sont accompagnées d'un attribut qui est le coût, la distance, le temps, ça dépend. On a vu que Dijkstra vous générait pas une, mais plusieurs solutions et qu'on n'est jamais sûr d'avoir la meilleure, sauf si on va jusqu'au bout. Mais dans une vraie carte, il y a tellement de nœuds et d'arêtes, on ne s'arrête jamais alors. Donc il faut s'arrêter à un moment donné. Et là, il faut une règle pour se dire le time out, par exemple. Ça fait trop longtemps que je calcule, donc je m'arrête. Il y a encore d'autres règles du genre que, évidemment, j'ai déjà le 487, donc il faut que je trouve mieux que ça. Donc, évidemment, ça me permet de couper beaucoup de routes qui allongent le trajet. Voilà. Ou alors la profondeur. On dit, tiens, il y a trop de nœuds, donc j'arrête aussi. C'est pas forcément très bon, mais bon, ici, regardez, la première solution faisait 3 nœuds. La deuxième meilleure faisait 4, donc plus de nœuds, plus de profondeur, mais meilleure quand même. La dernière faisait 1, 2, 3, 4, 5 nœuds, pour ça qu'on a trouvé après. Parce qu'on a trouvé d'abord les nœuds les solutions les moins profondes, puis un peu plus profondes, puis encore plus profondes, donc avec plus de nœuds intermédiaires. Et bon, finalement, voilà, c'était au milieu. C'était au milieu qu'il y avait la meilleure. Mais là, on arrive à autre chose. Il faut décider quand on termine. Quand on termine l'algorithme. Et là, c'est tout un problème. Voilà. Ça, c'est Dijkstra. Donc, il est possible que pour le devoir, je vous propose ceci. L'avantage de Dijkstra, c'est léger, ça peut aller vite, il ne faut pas beaucoup d'informations, on peut vite travailler. Donc, c'est utilisé dans Internet et tout ça pour les paquets de données et compagnie. Ok. Voilà. Je réfléchis, j'ai encore quelque chose à raconter, mais je ne sais plus quoi. Ok. Bien. Oups. Oups. Voyons, regardons un petit peu, ici, révisons. Donc, qu'est-ce que Dijkstra? Voilà une petite définition. Bon, c'était pondu par AI, mais ça avait l'avantage d'être plus clair que les définitions sur Wikipédia, par exemple. La grille de Dijkstra est un moyen de trouver le chemin le plus court entre deux points dans un graphe,
comme si vous planifiez un voyage, vous voulez aller d'une ville à une autre en empruntant le chemin le plus court ou le plus rapide. Hein. Déjà une petite erreur, il y a un mélange. Chaque ville est un sommet, chaque route entre les villes est une arête avec un certain poids ou un certain coût, hein, ça dépend du domaine, qui peut représenter la distance ou le trajet. Voilà. Donc, on commence par le point de départ. On connaît, voilà, vous visitez les voisins. Mettez à jour la distance, vous trouvez un chemin plus court. Vous choisissez le point non visité avec la plus petite distance, hein, c'est ce qu'on a fait, et on répète le processus. Vous continuez jusqu'à ce que vous ayez... Alors là, c'est la condition. Vous devez continuer jusqu'à ce que vous ayez visité tous les points, tous les sommets. Ce qui n'est pas toujours réaliste. Hein, ce que j'ai déjà dit. Donc, il faut se fixer des limites. Ce n'est pas la peine d'avoir trop de nœuds. Il y a un time out. Enfin bon, il y a des choses pareilles. Très utile pour les systèmes de navigation, planification des réseaux et toute autre application où le chemin optimal est important. Voilà. Je n'ai jamais écrit en Python. C'est quand j'avais écrit le cours, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal, les étudiants pourraient le faire en Python. C'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué pour des débutants en programmation, en tout cas. Parce qu'il faut gérer des listes variables. Par contre, le langage Python est pas mal, parce qu'il faut permettre d'avoir une écriture très synthétique. C'est plus facile qu'en Java, par exemple. On sait manipuler plus facilement les listes de points et tout ça. Bien. Ben voilà. On va maintenant attaquer quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Enfin, DXtra était très sérieux. Il y a quelques extensions dont je parlerai plus tard pour finir le cours. Mais je voudrais attaquer maintenant, tant que vous êtes un minimum frais, le problème de débit. Alors, regardez un petit peu ceci. Vous avez un réseau, vous connaissez le graphe entièrement défini. Vous avez une source par exemple de pétrole, et des pipelines, et puis un terminal, une target. C'est là qu'il y a des bateaux qui vont prendre tout le pétrole. Toute ressemblance avec les événements actuels, tout à fait fortuite, bien sûr. Donc voilà, le pétrole va circuler là-dedans, ça va être des flux de données, hein, bien sûr, ça n'a aucun problème. Et ça va passer par un point P, une station intermédiaire P, qui n'est que du transit. Que du transit. Ce qui entre dans P ressort de P. Mais P, il y a des pompes qui aspirent et qui refoulent. Alors, il y a un nombre qui est là, il est marqué 10, là il est marqué 5. Donc, c'est quoi? C'est la capacité maximale. C'est le débit maximal. Il n'y a pas d'unité, parce que bon, c'est pas le but ici. Hein. Là, j'ai pas d'idée, c'est autant de mètres cubes à la minute, enfin, des choses pareilles. Bon. Le débit maximum entre SCP est donc de 10 et entre P et T de 5. À votre avis, si j'injecte du pétrole dans S vers P qui arrive vers T, quel sera le débit maximal? Quel sera le débit maximal? 5? 5. Oui. On ne sait pas aller. On est coincé par le tronçon le plus lent. C'est celui-là, c'est 5. Parce que vous ne pouvez pas injecter, même ici, si vous pouvez aller jusqu'à 10, vous n'arriverez pas à 10, puisque le pétrole ne saura pas aller plus vite. Hein? Ce n'est pas prévu. Donc, débit maximum 5, c'est 5 pour tout le réseau. Donc, là, ici, c'est assez clair. Hein? Visuellement, on a la réponse. Donc, c'est pour ça que je dis une étude rapide du graphe montre que le débit réel maximal est de 5. Bon. Alors, on va quand même, pour s'entraîner, on va modéliser ce problème dans le solver du tableur et on va le résoudre. Mais il y a ici un autre problème, très intéressant aussi, c'est le même, hein, mais c'est un autre réseau. Vous avez la source à gauche, le target à droite,
mais vous avez deux nœuds intermédiaires. Donc ça, on fera plus tard, on fera juste après. Et le but, c'est de savoir combien je peux passer en tout. Et là, c'est moins facile à deviner. Okay. Et alors, vous en avez encore un autre ici. C'est encore un peu plus compliqué. Voilà. Et là, c'est encore plus compliqué non seulement de le modéliser, quoique vous verrez que c'est pas, on va pas plus loin, mais trouver la solution n'est pas facile intuitivement. Mais on va commencer par le début. Hein. On va commencer par ici. Alors, je pensais qu'il y aurait, mais je vois que ce n'est pas le cas, ça m'étonne un peu, je pensais qu'il y aurait ici un template pour faire l'exercice, parce que dans mon souvenir, il y en a un, il n'est pas là. Donc, on va utiliser LibreOffice Calc, et on va utiliser une feuille blanche. Ben oui. Bon, c'est pas dramatique, hein. Voilà, ici. Non. Voilà le graphe. Et donc, alors je rappelle, bon, le solver, comment est-ce que ça fonctionne ce truc? Vous avez dans tous les cas, on va prendre juste le formulaire, vous avez une cellule cible. Donc, une cellule qui va contenir une valeur que vous voulez maximiser. Cette valeur sera le débit total qui passe là-dedans. On va voir comment on fait. En modifiant quoi? Certaines cellules variables. Mais qu'est-ce qui est variable? Ah, on va répondre à la question. Avec des contraintes, c'est des contraintes, il y a deux types de contraintes, les contraintes de débit maximum et des contraintes de transit. Ce qui entre dans P est égal à ce qui sort de P. C'est une contrainte aussi. P ne produit pas de pétrole, c'est S qui produit du pétrole, mais pas P. P est juste du transit. Il ne produit rien, il ne perd rien non plus. Hein. Bon, alors, trois parties. Donc, quelle est la fonction à maximiser? Quelles sont les variables? Et souvent, on va commencer par les variables, ce sera beaucoup plus facile. Et puis après, on mettra les contraintes. Alors, les variables. Les variables à déterminer. Qu'est-ce que je veux déterminer? En fait, vous allez me dire, je veux déterminer le débit maximum. Oui, d'accord. Mais le débit maximum se calcule en fonction de ce qui se passe, de ce qui passe, pardon, qui peut passer dans les différents tuyaux. Ici, on aura bien sûr l'égalité entre tous les tuyaux, donc dans les variables, j'ai le débit qui passera dans SP, et donc c'est pour ça que je vais l'écrire. Le débit réel, hein, pas le débit max. Hein. Le débit max, c'est 10, ça on a dit. Le débit réel, qu'on ne connaît pas. Enfin, on sait que c'est 5, mais on ne le sait pas encore. Et vous avez l'autre arête du graphe, qui est PT, dans lequel passera un certain débit aussi, qui bien sûr sera le même vu le problème posé, mais je vais noter tout ça avec une couleur, disons simplement orange, juste pour marquer que c'est les variables d'entrée. OK. Et vous avez ensuite la fonction, enfin, ou l'optimisation, mettons l'optimisation. L'optimisation, c'est quoi? Je peux le mettre ici. Voilà. C'est le débit max. Mais le débit max, bon, le débit max, c'est, simplifions, c'est ce qui sort de S, ou ce qui entre dans T. Donc ici, c'est pas très intéressant, parce que c'est un problème trivial qu'on a ici, hein, c'est pour ça qu'il n'est pas très intéressant. Le débit, plutôt le débit total, c'est pas le débit, c'est le débit total qui circule. C'est quoi? C'est tout ce qui sort de S, ou tout ce qui rentre dans T, qui est supposé être le même. C'est valable également ici, hein. Tout ce qui sort de S va circuler via P et Q pour entrer dans T. Le débit total, ici par exemple, ce sera ce qui sort de S vers P, plus ce qui sort de S vers Q. Là, ça c'est ça. Ou ce sera ce qui rentre dans T depuis P, plus ce qui rentre dans T depuis Q. Possibilité. Donc j'ai plusieurs choix. Et tous vont fonctionner. Hein.
Mais regardez, nous on va dire, ben, le débit total, c'est ce qui sort de S. Qu'est-ce qui sort de S? SP. Donc, qu'est-ce que je dois optimiser? Ce qui sort, je vais l'écrire en français d'abord, donc, ce qui sort de S, c'est-à-dire, je dois donner une formule qui s'appuie sur les variables, c'est SP. Si je maximise SP, ben, j'aurais répondu à ma question. Voilà, alors ça, je le mets en couleur, on va mettre bleu là, voilà. Entrée, sortie. Et enfin, j'ai des contraintes. Alors, il y a deux sortes de contraintes. Il y a les contraintes de débit maximum, on va attaquer ça tout de suite, et les contraintes de transit, c'est-à-dire ce qui entre dans P égale ce qui sort de P. Alors, les contraintes de débit max, ben, on les connaît, elles sont là. SP, c'est maximum 10. PT, c'est maximum 5. Alors, le truc le plus simple, c'est encore de les écrire ici. Hein, voilà, je vais écrire là le max. Pour SP, c'est 10. Pour PT, c'est 5. Voilà, pour commencer. C'est facile parce que c'est mis juste à côté. L'encodage dans le solver sera plus facile. Voilà, mes contraintes de débit, vous voyez, j'ai rien dû pondre, je peux directement les placer là. Voilà, ça va aller. Le transit. Ah, alors le transit, là, c'est un peu plus compliqué, quoiqu'ici ça va encore. Ça consiste à dire que ce qui entre dans P, qu'est-ce qui entre dans P? C'est SP, c'est ce qui va dans SP, doit être égal à ce qui sort de P, PT. Ça, c'est une contrainte de transit pour chaque sommet intermédiaire. Là, il y en a une. Donc, il y a un sommet intermédiaire, donc il y a une contrainte de transit. Ici, il y aura deux contraintes de transit. Ici, il y en aura quatre. Source, target, ça, il n'y a pas de contrainte, là, où on veut maximiser, au contraire. Et il y a quatre nœuds intermédiaires, quatre contraintes de transit. Bon. Alors, on peut le laisser comme ça, a priori. On va peut-être un petit peu optimiser. Enfin, le problème là est tellement simple que bon, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, mais je vais écrire plutôt sous une forme normalisée, je vais dire, je vais écrire SP moins PT égale 0. SP, donc en fait simplement, la valeur PT, je la mets à gauche, donc ça fait SP moins PT égale 0. Hein? Alors SP moins PT égale 0, parce que j'aime bien les contraintes égales à 0, parce que c'est plus facile à encoder dans le solver. SP, c'est quoi? C'est ça, moins PT qui est là, et ça doit être égal à 0. Tiens, c'est déjà le cas d'ailleurs, vous allez me dire. Les contraintes, je vais les mettre en rouge. Bon, ce n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est ceci. Ah oui, et ça, donc là, je n'avais pas mis ça. Ça va là. Voilà. J'ai à peu près tout écrit. Il y a encore les contraintes de transit, on va revenir dessus parce que c'est le plus compliqué à modéliser. Et le modéliser facilement sans trop devoir se casser la tête. Surtout ça. Hein. Le reste, ça va. Donc, voilà, j'ai mes variables d'entrée qui sont donc les débits réels qu'il y aura dans les pipelines, dans les deux pipelines. L'optimisation, c'est le débit total. Ici, évidemment, c'est simplement ce qui sort de S, je n'ai rien d'autre, ou ce qui rentre dans T. Hein, je peux mettre aussi ce qui entre dans T. Ça change pas, j'en ai pas besoin pour le solver, mais on va voir si c'est le même chiffre. Qu'est-ce qui entre dans T? PT. Et voilà. Donc je peux l'ajouter pour vérifier mes calculs. Ici, c'est un peu trivial, mais vous verrez dans l'exercice prochain, ça va être très intéressant. Voilà. Donc on a les variables
l'optimisation et les contraintes. On va mettre un petit peu de mise en page. Là, je vais insérer une ligne au-dessus, je sépare. OK. J'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Eh bien, nous allons donner tout ça à manger au solveur. Voilà le solveur. Alors, il demande d'abord la cellule cible, c'est-à-dire le calcul final. Attention, parce qu'il faut vraiment, si vous revenez plusieurs fois dans le solveur, il a tendance à prendre la cellule que vous avez cliquée comme cellule cible, ce qui n'est pas toujours très heureux, bien sûr. C'est bien C6. À maximiser en modifiant quelle cellule? Les oranges. Et alors, il y a des contraintes. Donc, il y a d'abord les contraintes sur le débit. Et là, ça va être assez simple. Je vais lui dire ce que je mets là comme valeur doit rester plus petit ou égal à ces valeurs maximales qui sont ici. Donc, vous voyez que c'est assez simple à encoder quand la feuille a été bien préparée. Voilà. Bon, pour l'exercice prochain, il y aura une contrainte en plus sur les débits minimum, c'est-à-dire en négatif, parce qu'on ne saura pas toujours dans quel sens ça va passer. Mais ici, il n'y a pas de problème. Deuxième contrainte sur le transit, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Et la contrainte, c'est que ceci doit être égal à 0. À 0. Et voilà. Alors, l'option, il n'y a rien à changer. Vous gardez les options par défaut. Ah oui, peut-être une option qu'on peut changer. S'il y a un problème, certains étudiants, ils font un essai, et puis il y a une petite erreur, et ça tourne en rond. Alors c'est gênant si le time-out est long, parce que c'est bien 60 000 secondes, la limite du temps de résolution. Écoutez, 60 000 secondes, moi je suis rentré chez moi, je dors. Hein. Bon, donc on va changer ça. On va mettre 15 secondes, c'est largement assez. Faites quand même attention, parce que ça arrive évidemment quand on chipote, on fait une erreur, il est parti dans une boucle sans fin, ça arrive. Donc, faites attention. Voilà, c'était le seul petit détail. On va faire résoudre. C'est le bon résultat, hein, c'est 5. La résolution s'est terminée avec succès. Je conserve le résultat. Il n'y aura pas beaucoup de surprises. Il propose que S envoie 5 dans SP, donc jusqu'à P, et P va envoyer 5 vers T. Il ne sait pas faire mieux. Ce qui sort au total, c'est 5. Ça, c'est ce qui sort de S. Ce qui entre dans T, c'est la même valeur. Les contraintes de transit sont respectées. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème, ça a marché. Mais, évidemment, on va attaquer un problème plus compliqué. Ce sera la même architecture. Hein, ce sera la même architecture, mais là, l'information est moins devinable, parce qu'ici, franchement, il n'y a pas beaucoup de défis. Hein. C'était assez devinable. Est-ce que ça va plus ou moins? Hein, comme suivi. Voilà, tout là. Donc, vous aurez probablement un exercice de ce genre-là la semaine prochaine pour le devoir. Hein. Alors, on va passer au deuxième exercice. L'énoncé, c'est le même, il n'y a que le graphique qui change. Ça passe de S à T, mais vous constatez là qu'il y a S vers P débit max 10, S vers Q débit max 15, c'est pas mal, ça nous donne deux gros tuyaux, 25 en tout est possible. On peut avoir 25 de débit au total. On verra si c'est possible, parce qu'avec ça, il y a des petits tuyaux là, PQ c'est 5, PT c'est 5, QT c'est 10. Est-ce qu'on pourra avoir 25 de débit à votre avis? Est-ce que c'est possible, rien qu'en regardant ça, d'avoir comme résultat débit max 25? Est-ce possible? Non. À cause des contraintes de quoi?
Le débit maximum, sur quel tuyau? PT notamment, c'est très petit, hein, 5. Donc voilà, donc là on se doute bien quand on voit ça, a priori, bien sûr du côté de S on rêve un peu, mais du côté de T on a les pieds sur terre. Qu'est-ce qui peut entrer dans T maximum? C'est 5 plus 10, 15 maximum. Bon, donc ce ne sera pas au-dessus de 15. Bon, on verra, on va voir tout ça. Alors, ah oui, le numéro des exercices, ça c'est 3811. Et alors je vais faire carrément un copier-coller. Je vais dupliquer la feuille. Voilà. Faites attention quand on duplique la feuille et qu'il y a le solveur qui a tourné dedans. Il faudra voir dans la deuxième feuille comment le solveur va garder les paramètres. Hein. Faites un peu attention. Là, ça va être 38, 14. Voilà. Parce que c'est le numéro 14 qui est mis là. Voyons, on a ça en tête. Et on va un petit peu modéliser tout ça. Alors, j'ai des variables. J'ai combien de variables? Voilà. J'ai combien de variables ici dans ce problème? On va le résoudre de la même façon. Hein, c'est vraiment ici, mais ça se complique un peu. Enfin, je dirais techniquement, ça se complique beaucoup. Sur le plan de la modélisation, ça se complique un peu. C'est pas parce que c'est 3 fois plus grand que ça va être 3 fois plus difficile, hein, pas du tout. Mais il faut quand même poser le problème. Il y a combien de variables ici à déterminer? Il faut se rappeler, c'était quoi les variables dans l'autre exercice? C'était le flux réel qui passe dans les tuyaux. Donc, j'ai combien de tuyaux? 5. Donc, il y a 5 variables. 5 variables. Je vais me prévoir à la place. Là, je dois évidemment oui, encore une fois. Voilà. 5 cases oranges. Ça, j'enlève parce que je vais réécrire. Voilà, mais j'ai mon template comme ça. Donc, les variables seraient, donc je vais appeler ces variables, les arêtes n'ont pas de nom. Je vais leur donner les noms, c'est des deux sommets d'un bout à l'autre. Hein. Donc, j'ai SP. On va aller globalement de gauche à droite. Hein. SP, SQ, PQ, PT, QT. Tant qu'on y est, indiquons les débits maximum, hein, puisqu'on est là. SP 10, SQ 15, PQ 5, PT 5, QT 10. Alors là, je n'avais pas fait la première fois, je pourrais mettre des valeurs quelconques, c'est juste pour vérifier mes formules. Parce que voilà, je mets 1, 2, 3, 4, 5, mais vous mettez n'importe quoi. Sachez que de toute façon, ça, très probablement, ce n'est pas une solution faisable, parce qu'elle viole les contraintes. Pas les contraintes de débit max, là tout va bien, c'est les contraintes de transit qui vont être violées avec ceci. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vérifier les formules et tout ça. Alors, on peut reprendre les deux mêmes choses ici. Qu'est-ce qui sort de S? Qu'est-ce qui entre dans T? Qu'est-ce qui sort de S? SP, SQ. Donc, là, je vais écrire SP plus SQ, c'est juste en dessous, c'est facile. Voilà. Alternativement, quoique je répète que pour le solveur, ça n'a pas d'impact, qu'est-ce qui entre dans T? PT, QT. Égale. Ah oui, ça, je vais peut-être le mettre ici plus clairement. Donc c'est SP plus SQ. Voilà. Alors ce qui entre dans T, c'est PT
plus QT. Donc, ça revient à écrire ceci, qui revient donc à faire donc PT plus QT. Voilà. Donc là, il y a une débilité, bien sûr. Ce qui sort de S serait de 3, et ce qui entre dans T serait de 9. Pas possible, hein, bien sûr. Ça doit être le même nombre. Mais ça, on verra après, si on arrive au même nombre. En fait, ce que vous pouvez faire, de manière générale, vous avez n'importe quel schéma, vous prenez une droite et vous coupez en deux. Ici, par exemple, tchac. Vous coupez là, et vous regardez quels sont les tuyaux que vous coupez. La somme des débits des tuyaux vous donne le débit max. Idem ici, voilà. Ou bien vous coupez en diagonale. Ça n'a pas d'intérêt parce que ça complique les choses, mais vous avez bien SQ plus QP plus PT, les trois ensemble vous donneront le débit max. Le débit total, pardon. Voilà, bon. Voilà, donc ce qui sort de S, prenez ce qui sort de S, c'est le plus simple. Hein, voilà. Bon. OK. Contrainte. Alors, là, attention. Petite complication. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ça pour la pause, mais on verra bien. Ça, j'efface. On va peut-être faire autrement. Il y a deux contraintes de transit parce qu'il y a deux pompes intermédiaires. Hein, c'est des nœuds ici, c'est des pompes. Il y en a deux. Donc il y a deux contraintes de transit. Tout ce qui entre dans P égale et ce qui sort de P. Tout ce qui entre dans Q égale ce qui sort du Q, si j'ose dire. Et arrêtez avec vos jeux de mots. Hein. Là, je sens que ça va venir, ça va glisser, comme on dit. Hein. Bon. Déjà que je parle de papier Q depuis une éternité. Enfin bon, bref. Alors. La façon évidemment intuitive, mais qui n'est pas la meilleure, je vais faire le développement, c'est de se dire, ben, SP, ce qui entre, il y a des cours de langue qui ont fini, hein, c'est bon, ce qui entre dans P égale ce qui sort. Donc, par exemple, je pourrais écrire SP égale donc, PT plus QT, par exemple. Mais ça, le problème, c'est que c'est un petit peu, ben, ça va être très lourd, je vais bien réfléchir, etc. Et on va essayer de normaliser. Vous allez voir, normaliser, ça va un peu simplifier le travail. Parce que là, c'est un travail qui est assez exigeant cognitivement, hein, c'est un peu fatigant. En fait, d'abord, j'aimerais vous expliquer ceci. Je prends, par exemple, SP, et j'écris ceci. Ça, c'est quoi non, qu'est-ce que je raconte SP, j'ai dit. SP, voilà. Non. J'y arrive, hein. Voilà, ouf. PS égale moins SP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle d'un débit, c'est forcément orienté. C'est le débit d'un nœud vers un autre. Ben, SP, par exemple. Voilà. Mais j'ai quand même mon droit, d'homme libre, de parler également d'un flux qui peut aller de P vers S. Mais alors, si le flux réel, le flux physique, va de S vers P, et que moi j'ai en tête de parler de P vers S, je dois mettre un signe moins devant. C'est pour ça. Donc si je dis qu'il y a, par exemple, 10 qui va de S vers P, c'est la même chose que de dire il y a moins 10 qui va de P vers S. C'est la même chose. C'est pour ça, et parce que ça m'arrange. Pourquoi est-ce que, parce que, alors bien sûr pour SP on ne va pas le faire, mais pour PQ ou QP, là il y a un problème. On ne sait pas dire dans quel sens va aller le flux ici. C'est surtout pour PQ que ça pose problème. On ne sait pas dire dans quel sens ça va aller. Donc, ça pourrait être de P vers Q, pourrait être de Q vers P. On ne sait pas. Et donc, il faut bien être d'accord sur le sens. Voilà. Et donc, on va dire, puisque j'ai noté PQ ici, ça c'est bien de P vers Q. D'accord. C'est le chiffre, là, ça veut dire qu'il y a un débit de 3 qui part de P, qui va vers Q. Mais dans mes équations, je vais peut-être devoir travailler avec autre chose, avec peut-être QP. Je dois considérer le flux dans l'autre sens.
Et dans ce cas, je dois le prendre en négatif. D'accord? Donc, s'il y a 3, par exemple, de P vers Q, il y aura de Q vers P moins 3. Voilà, simplement un flux négatif, un flux qui va dans le sens inverse de la direction que vous considérez. Si vous considérez Q vers P, cette direction-là, vous voyez que le flux, lui, va dans l'autre sens. Je dis c'est un flux négatif. Alors, ceci étant dit, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? C'était juste pour que ça entre en tête. Parce que cette équation qui est là, il va falloir en écrire 2 ici et 4 pour l'exercice prochain. Bon, ça va être un peu lourd et on va la normaliser. Alors, je vais d'abord, vous allez voir, ça va être assez facile à faire une fois que ça sera fait. Je vais tout mettre du même côté, du signe égal. Donc, le SP qui est à gauche, je vais le mettre à droite. Donc, ça veut dire que je réécris, je vais mettre 0 égale PT plus QT moins SP. Il y a une erreur ici. Hein. Je m'en aperçois, parce que j'ai SP, puisque c'est le transit en P. Donc, ce n'est pas QT, évidemment. Hein. C'est PT. Une petite erreur. Idem là. Non, c'est pas juste non plus, c'est PQ alors. Ah oui, c'est PQ. Voilà, on y arrive. Ouf, voilà. Donc là bien, ce qui entre dans P égale ce qui sort, donc PT plus PQ. Voilà, ça c'est juste. Donc, je continue mon petit arithmétique. Je fais passer le SP à droite, donc ça devient PT plus PQ moins SP égale 0. Je me permets de mettre le égal 0 de l'autre côté, parce que c'est quand même plus usuel. Et enfin, je transforme une dernière fois cette équation, PT plus PQ, ça reste, mais plutôt que d'écrire moins SP, je vais écrire plus PS, égale 0. Ça paraît artificiel, mais l'avantage maintenant, c'est que cette équation-là est très facile à écrire. Je prends le sommet P, et je considère, je ne dois même pas me poser entre, sort, je ne pose même pas la question. J'ai PS plus PQ plus PT égale 0. Voilà, c'est ça qu'on a ici. Donc, il ne faut même pas réfléchir pour écrire votre équation. Si vous êtes d'accord d'inverser les deux lettres. PT plus PQ, puisque P est devant à chaque fois. Hein. PT plus PQ plus PS égale 0. Ça, c'est une forme que je vais appeler normalisée. Et comme je l'ai écrite pour P, je vais directement l'écrire pour Q. Ah ben, ça va être facile, hein, Q. À condition de ne pas être distrait. QS plus QP plus QT égale 0. Dans la réalité, bien sûr, il y a forcément des nombres négatifs, hein, parce que si c'était 3 nombres positifs, l'addition ne peut jamais être 0, hein, c'est pas possible. Donc forcément, il y a des nombres négatifs là-dedans. Donc il faut être d'accord de travailler avec des nombres négatifs. Ce qui risque d'arriver, puisqu'on ne sait pas dans quel sens ça va passer ici. Voilà. Et donc là, j'ai mes deux contraintes, ici, sous une forme normalisée. Alors j'hésite à faire ça maintenant. Ça serait peut-être bien de terminer ça après la pause. Ça, vous serez en pleine forme. Donc terminez ça avant la pause, qu'est-ce que je raconte? Comme ça, après la pause, vous serez en pleine forme pour le 4e exercice. Donc, donnez-moi encore quelques minutes. Il faut juste écrire ces deux équations. Hein, donc ça, je vais oublier. On va les écrire ici. Je vais écrire là. Voilà. Comment est-ce que je vais traduire ça en une équation? Ben, je vais écrire, c'est quoi ça? PT. Ah, PT, il est là. Oups. Plus PQ. PQ. Ah, j'ai de la chance, il est là. Plus PS. Où est PS? Ah, j'ai pas PS. J'ai SP. Au moins. Voilà. Donc c'est une méthode plus systématique qui vous évite de devoir avoir un mal de tête et avoir besoin d'afalgan pour chaque équation que vous écrivez. Donc j'ai bien écrit plus, plus, moins, puisque j'ai bien PT, PQ, PT et PQ directement là dans les variables. PS, je ne l'ai pas, j'ai l'inverse, donc je fais moins SP,
le CSP que j'ai là. Et là, donc, on constate qu'avec les nombres débiles que j'ai écrits ici, 1, 2, 3, 4, 5, la contrainte n'est absolument pas vérifiée, évidemment, on pouvait s'en douter. Et l'autre ici, il ne faut même pas trop réfléchir, QS. Ah, moi c'est SQ, ah, pas de chance. C'est moins SQ, voilà. QP, j'ai pas QP, j'ai PQ. Et QT, là c'est un plus, QT, c'est ici. Donc là, ça demande un peu d'attention, le moins, le plus. Surtout si on est fatigué, si vous faites ça à 3 heures du mat, après une soirée entre copains, évidemment, là, je ne garantis pas que ça va être juste, hein, mais voilà. Mais c'est pas très long à faire. Ça demande de la concentration. Voilà mes deux contraintes. Il se fait que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, celle-là est déjà, elle est bonne, elle vaut 0. Je ne sais pas pourquoi. On peut regarder, hein. Qu'est-ce que j'avais mis QS, donc SQ c'est 2. S'il y a 2 qui va par là, ouais. QP, donc PQ c'est 3. Ah oui, donc il y a 2 qui arrivent sur Q, il y a 3 qui arrivent sur Q, et QT, ben, il y a 5. Ben, c'est logique. Donc c'est logique ici. 2 arrivent comme ça, 3 arrivent comme ça, et 5 partent vers T. Donc c'est correct. C'est pour ça que ça vaut, par hasard, 0 ici. Voilà. Voilà. Allez, on lance le solver, et ça va marcher, et ça va être fini. Solver, cellule cible, bon, c'est pas ça du tout. C'est ici, hein. Voilà. Maximum, en modifiant, attention, c'est pas bon, en modifiant ces 5 valeurs-là, on va enlever ceci, ça va être plus, voilà. Référence de cellule. Donc mes contraintes, il y a le débit. Ah, j'ai un petit problème ici, on en reparlera après la pause, mais on va résoudre tout de suite ici. Les valeurs ici doivent être inférieures ou égales. Je recommence. Les valeurs ici doivent être plus petites ou égales aux valeurs ici. Voilà. Et l'autre contrainte, c'est ces deux-là. Ces deux valeurs ici, C16, C17, doivent être égales à 0. Voilà. On va résoudre. La résolution s'est terminée avec succès. Résultat 15. Souhaitez-vous conserver? Je conserve le résultat. Et donc là, je suis sûr que je vais aller à la pause. Maintenant, qu'est-ce que je constate? On fera les constatations après la pause. Hein, ce qui sort de S et ce qui entre dans T, c'est la même valeur. Très intéressant. Ça veut dire les contraintes sont respectées. Donc, à mon avis, c'est une bonne solution. On l'examinera plus en détail après la pause, si vous permettez. C'est 38 exo. Quatrième à 2. Voilà. Ça va?